quelques petits mots de présentation d'un débat animé par nos camarades américains du groupe dit Speak Out Now, SON. Ce débat va porter sur les enjeux des élections aux États-Unis, comme c'est annoncé. Bien sûr, comme vous devez le savoir, les États-Unis sont un grand pays, assez grand pays, et bien sûr la politique des classes dominantes américaines ont toujours eu, depuis des décennies, quelques influences sur les destinées du monde, mais il y a aussi quand même les luttes des travailleurs américains qui ne sont pas sans importance non plus. Ça je précise parce que les mêmes camarades introduiront, je crois que c'est mardi, que je ne dise pas une bêtise, mardi à 14h à l'espace Kollontai, un débat intitulé « Évolution du mouvement syndical aux États-Unis, retour sur les Labor Notes », qui sont un grand rassemblement de syndicalistes, je ne sais pas s'il faut dire oppositionnels, favorables à la lutte, qui ont d'ailleurs marqué quelques points dans l'année écoulée, dans des luttes pour imposer des syndicats, dans les luttes de travailleurs. Je n'ai pas du tout développé là-dessus. Pour ce qui est donc du thème des élections, c'est vrai, les copains vont nous dire un peu comment le problème se pose aux États-Unis, parce que évidemment en France c'est aussi un débat, les élections américaines à venir. Un débat qui a porté bien sûr Trump, Biden, et puis maintenant Kamala Harris, est-elle différente de Biden? Et puis il y a des discussions en France sur la position des uns et des autres serait-elle différente sur la Palestine, parce que Kamala Harris, mais les copains nous diront, qui met un petit peu d'eau dans son vin en disant quand même qu'elle n'ignore pas, qu'elle a la sympathie quand même pour la malheureuse situation des habitants de Gaza. Mais dans la phrase d'après, elle dit qu'elle restera fidèle à la politique de soutien de l'impérialisme américain aux amis de Netanyahou et compagnie. C'est vrai que ça fait partie de l'actualité française aussi. Et là, je vais m'arrêter pour laisser la parole aux camarades et en précisant qu'ils ont mis là quelques des bulletins et puis brochures sur la Palestine précisément et que vous pouvez vous procurer comme ensuite à la librairie. Je m'arrête. Et je leur laisse la parole et Marine fait la traduction. Je pourrais rester de là, s'il te plaît. Merci. Merci. Okay, thank you, comrades. So, of course, the elections in the U.S. are taking place in a period where the total dominance of U.S. imperialism is being challenged by China and Russia and their spheres of influence. And this poses a question to the U.S. ruling class about how to precisely go about defending and maintaining its global hegemony. And so this is in the general backdrop of these elections, but I'm not going to focus on this at all in the talk. Instead, today we're just going to discuss the Hollywood drama that is the U.S. elections. And the goal is to provide a kind of general picture, and then hopefully we can allow plenty of time for more detail in your questions and answers in the discussion. Yeah. Bien sûr, les élections aux États-Unis sont une partie dans une dominance totale de l'impérialisme américain, qui bien sûr est challengé, vous voyez ce que je veux dire, par la Chine et la Russie et leur sphère de l'influence. Bien sûr, ça pose une question
en fait à la classe dominante américaine comment maintenir et défendre sa position d'hégémonie globale. Donc ça, en fait, c'est un peu la toile de fond des élections aux États-Unis. Mais en fait, je ne vais pas énormément positionner sur ces aspects. Je ne vais pas beaucoup parler de ça, mais je vais vraiment parler du drame hollywoodien, ce que sont les élections américaines. Donc c'est pour vraiment donner une photo un peu générale de tout ça et avoir plein de temps pour discuter et avoir plein de questions pendant le débat. Okay, so we will start with Biden and Harris and the Democrats. So on July 21st, Biden dropped out of the race for re-election and proposed Vice President Kamala Harris to take his place. So what was the situation that led to this decision? So for several reasons, Biden has had a consistently very low, record low approval rating. Most registered Democrats were very unenthusiastic about Biden running for a second term. And this disappointment they had in him stemmed from a few things. When he was running for president, Biden promised a lot, but his administration delivered absolutely nothing. For the most part, people's lives have not improved in the working class and for society in general. And the Biden administration tried to paint a rosy picture of the economy, bragging about low unemployment and how they brought down the inflation rate, but the picture they painted didn't match the lives of most working people. Donc le 21 juillet, Biden est sorti de la course pour sa réélection et a proposé sa vice-présidente Kamala Harris à prendre sa place. Donc en fait, c'est quoi la situation qui a amené à cette décision ? Pour plusieurs raisons, Biden a des scores il n'est pas énormément apprécié dans cette réélection. Et en fait, énormément de démocrates, des votants démocrates ont été pas enthousiastes sur la réélection de Biden. Cette déception vient de plusieurs choses. La première, c'est qu'il a promis énormément de choses en 2020, mais bien sûr, son administration, son gouvernement n'a fait très peu. La majorité de la vie des personnes non pas de la classe ouvrière n'ont en fait pas augmenté et la société en général. L'administration, le gouvernement de Biden a essayé de peindre une photo de l'économie en se vantant que le chômage était très bas et que l'inflation a été aussi baissée. Mais la photo qu'en fait ils essayaient de convaincre les gens ne montrait pas la réalité des travailleurs. So in reality, the Biden years have been one of record profits for the biggest U.S. corporations, coupled with increased debt for working people and an increase in cuts to social services. There were wage increases in some sectors, but mainly this was among the lowest paid workers because in states they passed some laws to increase the minimum wage. But really, workers just went from extreme poverty to a slightly less poverty. And even with these wage increases, most workers did not see their buying power increase because of inflation. So in 2022, the rate of inflation was a 40-year high, around 9.1%, and then they've brought it down since about April to 3.4%. But as we know, for workers, the main issue is not the inflation rate, but it's the actual prices of basic necessities. So to give you just some examples, this is since 2019. Housing costs have increased about 54%, energy costs around 61%, food is about 25%, and health insurance costs, which we pay out of pocket, is about 22%. Donc la réalité en fait c'est que les années Biden ont en fait en même temps c'était des profits records pour les plus grandes entreprises américaines avec une augmentation de la dette pour les travailleurs et les travailleuses et des coupes budgétaires pour des services sociaux très importants.
il y a eu des augmentations des salaires dans quelques secteurs, notamment les secteurs les plus pauvres, mais en fait c'est parce que des États américains ont passé des lois pour augmenter le salaire minimum. Donc en fait ils sont allés des salaires de pauvreté à un tout petit peu moins de pauvreté. Mais même avec ces augmentations de salaire, la majorité des travailleurs n'ont pas vu leur pouvoir d'achat augmenter à cause de l'inflation. En 2022, le taux de l'inflation a été le plus haut depuis 40 ans à 9,1%. Il a diminué en avril de cette année à 3,4%. Mais en fait, c'est pas, on sait que c'est pas le taux d'inflation qui est le plus important pour les travailleurs, mais en fait, le coût des coûts minimums. Donc, je vais donner quelques exemples pour montrer comment c'est pas que l'inflation qui préoccupe les travailleurs. Depuis 2019, le prix pour se loger a augmenté de 54%. Le prix de l'énergie a augmenté de 61%. La nourriture a augmenté de 25%. Et l'assurance maladie, qu'on paye bien sûr de nos poches, a augmenté de 22%. And so no sector of the working class had wage increases that kept up with these numbers. And so as a consequence, what we've seen is the amount of debt that the working class takes on continues to rise and is at record levels. And just one statistic, today 20% of the population who have credit cards are behind on their credit card payments. It's the highest it's ever been so far. And so on unemployment, it's not so great either. The official number that the Biden administration brags about is that they've kept it around 4%. But the actual number is closer to 9% if you count long-term unemployed and part-time people who really need a full-time job. And the vast majority of the new jobs that have been recovered to help bring down the rate is usually just low-wage part-time jobs. And so one final detail on the economy is that today we have the largest percentage of working women who are mothers of young children that are working at any time in U.S. history, and it's because families just can't afford to live otherwise. And perhaps last, there's also been layoffs in several industries, primarily auto delivery workers and the IT sector. Donc il n'y a en fait aucun secteur de la classe ouvrière qui a pu avoir des augmentations de salaire qui a compensé ces augmentations dans les prix que je citais avant. Donc comme conséquence, pour les maisons, les familles américaines, la dette a continué à augmenter et à des niveaux records. Aujourd'hui, 20% de la population en fait n'arrive pas à payer leur carte de crédit tous les mois. C'est le plus haut que c'est depuis 2012. En fait le chômage, c'est pas si génial non plus. Parce que officiellement le taux de chômage est autour de 4% depuis 2 ans maintenant, mais en fait les chiffres, si on regarde vraiment les chiffres, c'est plutôt 9%. Si tu comptes les personnes qui sont au chômage depuis très très longtemps, et ceux et celles qui sont en temps pas complet, un temps partiel, merci, qui cherchent un temps complet. Et la majorité des nouveaux travails qui sont créés, en fait, pour assurer que le taux de chômage descend, en fait, sont pas des travailleurs à temps complet, mais en fait des travailleurs à temps partiel avec peu de salaire. Un dernier détail que je donnerai sur l'économie, c'est qu'il y a une grande partie du pourcentage de travailleurs femmes qui sont des femmes mères avec des enfants qui travaillent, c'est le plus haut que ça a jamais travaillé aux États-Unis, et en fait c'est parce que les familles ne peuvent pas faire autrement.
Et il y a eu ces 2 dernières années énormément de licenciements dans plusieurs secteurs, l'automobile, les travailleurs de livraison et aussi la technologie. So there's also been major cuts to social services under Biden, primarily to child care, food assistance, and education, which includes many layoffs of public school teachers. And so in addition to this economic situation, Biden also made a number of other betrayals from his campaign in 2020. He promised to be a new champion of workers and unions, but his administration intervened during a national negotiations of railroad workers, and his administration passed a resolution to block those workers from going on strike and pressured them to accept a contract that did not meet the demands that they were asking for, which included increased staffing and time off, and workers really saw this as a betrayal. Biden also made promises to protect the environment and reduce fossil fuel emissions, but because the energy prices were high, he ended up opening up more federal land to fossil fuel extracted than any other president prior. Maybe one more. The story is similar with immigration. Biden promised to be a defender of immigrants and really break with the way this was handled under the Republicans. But in the end, his administration increased the militarization at the border and bragged about making record numbers of arrests and deportations of migrants and set a record number of denials for refugees seeking asylum. And so on this front, Biden's policies are practically the same as Trump with regards to immigrants. En même temps de tout ça, il y a eu des coupes très importantes dans les services sociaux sous Biden. Par exemple, pour la garderie, pour s'occuper des enfants, pour l'assistance pour les personnes les plus démunies, pour assurer de pouvoir faire acheter à manger, à l'éducation, avec des licenciements très importants chez les profs du secteur public. Et aussi sur cette situation économique, il y a eu énormément de trahison fait par Biden. Il a fait campagne en fait en promettant d'être le champion des travailleurs et des syndicats, mais son gouvernement en fait est intervenu pendant des négociations nationales entre les compagnies de rail et les travailleurs du rail. Son gouvernement en fait a passé une résolution pour bloquer que les travailleurs pour aller en grève, et ils les ont mis sous pression en fait pour accepter un contrat qui n'allait pas qui ne faisait pas leurs revendications. Leurs revendications, c'était pour augmenter le nombre d'embauches et avoir plus de travail, de jours de congé. Et les travailleurs, bien sûr, l'ont vu comme une vraie trahison. Biden a aussi fait énormément de promesses sur l'environnement et de réduire le nombre d'émissions de gaz à effet de serre et de réduire le nombre d'énergie fossile, mais avec bien sûr les prix très hauts de l'énergie, il a en fait laissé plus de terres fédérales pour l'extraction d'énergie fossile que tous les autres présidents avant lui. Bien sûr, l'histoire est aussi similaire sur l'immigration. Il a dit qu'il allait être un défendeur des droits des immigrés, mais en fait, à la fin, son gouvernement a augmenté la militarisation sur les frontières et a fait un nombre record de déportations de migrants, d'arrêter les migrants, et a fait le plus de refus pour les réfugiés qui a essayé d'avoir l'asile. Et donc, excuse-moi, sur l'immigration, la politique de Biden en fait a été exactement la même que sous Trump. Sorry. But the biggest disappointment of the Biden administration has been their continued unwavering support of Israel's genocide against Palestine. Biden has continued to offer occasional words of sympathy for the death of Palestinians, but this is obviously while his administration continues to provide the very weapons to carry out the massacre.
And so this support of Israel's genocide in Palestine has turned many voters against the Democrats, many voters who would have normally voted for the Democrats against them. And this was shown during the primary elections. This is when candidates compete normally for the nomination of the party. And in several states, people in support of Palestine organized a write-in candidate using the words uncommitted. And this was a form of protest to tell the Democrats that they will not vote for them if they don't change their policy towards Gaza. In total today, roughly, the number of voters that are represented by this uncommitted is somewhere around 750,000. And so if the Democrats could get a ceasefire, or if they got something they could paint as if it were a ceasefire before the election, perhaps this could win back some of those votes, but it seems unlikely that this will happen. And in addition to these betrayals, Biden's mental and physical health were showing clear signs of decline. He would regularly get confused and forgetful while at press conferences, and all of this was on full display when he did a public debate with Trump back in June. Biden was supposed to have been preparing this for weeks, and once again, on national television, he appeared confused, forgetful, slow, and just lost at times. And he just couldn't keep up with Trump. And so after the debate, it seemed that there was really no chance that Biden could win. And his low approval rating dropped even lower after the debate. And the debate was immediately followed by calls by members in his own party for him to drop out. And donations to his campaign really started to slow down, especially from the important donors. And so that's when, right after that, he dropped out and nominated Kamala Harris. Donc bien sûr, la plus grosse déception a été en fait sur le du gouvernement, ça a été leur soutien inconditionnel au génocide d'Israël sur la Palestine. Biden en fait a souvent donné quelquefois des mots de sympathie pour la mort des Palestiniens, tout en son gouvernement continuant à donner les armes en fait qui permet ce massacre. Le soutien à l'Israël, le soutien au massacre très public de l'Israël a en fait que énormément de votants de Biden sont tournés contre lui. Pendant les primaires des élections, c'est quand les candidats d'un parti en fait les votants votent pour le candidat du parti. Dans plusieurs États, des personnes qui sont en soutien à la Palestine ont organisé en fait un candidat qu'on peut écrire. Il y a des États où tu peux écrire un candidat avec le mot non engagé. C'était une forme de démonstration contre la politique des démocrates, qu'ils n'allaient pas voter pour eux s'ils ne changeaient pas leur politique sur Gaza. Au total, ce nombre de personnes non engagées est autour de 750 000 ou même plus. Si les démocrates pouvaient avoir un cessez-le-feu ou quelque chose qui fait genre un cessez-le-feu avant les élections, ça pourrait faire qu'ils gagnent quelques-uns de nouveaux votants. Mais pour l'instant, ça semble très peu probable. Avec toutes ces trahisons, la santé mentale et physique de Biden commençait vraiment à se montrer et à vraiment diminuer. Pendant la campagne, souvent il avait l'air complètement confus ou il oubliait des choses pendant les conférences de presse, et en fait ça a été vraiment très ouvert au public quand il y a eu le débat public avec Trump en juin. Supposé que Biden en fait se préparait pendant des semaines pour ce débat, mais en fait pendant le débat il avait l'air complètement confus, il oubliait des choses, il n'avait pas d'énergie, il était lent et il était complètement perdu. Donc bien sûr il ne pouvait pas soutenir le rythme de tous les mensonges de Trump. Après ce débat en fait il y avait vraiment très peu de chances, ou même aucune chance que Biden puisse gagner. Son taux d'approbation en fait a commencé à encore plus décliner après le débat. Et le débat en fait a fait pendant plusieurs semaines des appels que Biden se retire
Et les donations pour les campagnes se sont beaucoup diminuées, notamment de gros donateurs. Et bien sûr, plusieurs semaines plus tard, il s'est retiré et il a nominé Kamala Harris. Okay, so quickly, what's happened since the nomination of Harris, along with her vice presidential pick of Tim Walz, who's a governor of the state of Minnesota, has seemed to completely rejuvenate the momentum of the Democrats. Part of this is that obviously Harris isn't an old Biden who has difficulty speaking. Another part is that Harris would be the first woman president. She's the daughter of a Jamaican father and an Indian mother, and there's enthusiasm for her to win just on these grounds alone. Unlike Biden, she's able to campaign day after day, travel all over the country, and is able to speak with energy and excitement. And her vice presidential pick is not well known nationally, but he has a very good profile and is generally very likable. He's a former public high school teacher and a football coach. He's from a small rural town, and he served 24 years in the National Guard. And he's been really selected to try to win some of Trump's more moderate voters over to the Democrats, the ones that have a chance of being won over, that is. And in the past few weeks, it's clear that the Democrats' new campaign has renewed their chances to win. Not that they will win. Their convention was a huge celebration watched by millions of people with big-name speakers and was able to seem like an exciting contrast to the Republicans. There were some pro-Gaza protests outside the convention with small confrontations with the police, but these were small, maybe a few thousand at most, and certainly not the tens of thousands that they had hoped. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis En bref, la nomination de Kamala Harris avec son choix de Tim Walz comme vice-président, c'est un gouverneur de l'État du Minnesota, en fait a remis un peu de feu chez les voteurs démocrates et en fait a fait que leur campagne a gagné un peu plus d'élan. Bien sûr, il y a une partie, c'est que Biden n'est pas vieux, que Harris n'est pas vieux comme Biden et qu'elle n'a pas de difficulté à parler. Une autre part, c'est que Harris serait la première femme présidente. C'est une fille d'un père jamaïcain et d'une mère indienne et que en fait, juste sur ça, il y a un enthousiasme qu'elle pourrait gagner. Contrairement à Biden, elle peut faire campagne toute la journée, aller partout dans le pays et en fait elle peut parler juste avec de l'énergie et elle a l'air un peu contente d'être là, quoi. Le vice-président qu'elle a choisi n'est pas connu nationalement, mais il a un bon profil et il est plutôt on peut l'aimer, quoi. Avant il était un prof dans un lycée public. Il a été coach de football américain et il est d'une petite ville rurale. Il a fait 24 ans dans la garde nationale. Bien sûr, il a été choisi pour gagner des soutiens qui pourraient être plus modérés, qui pourraient aller plus vers Trump et tout. Dans les dernières semaines, c'est clair que les démocrates ont une nouvelle campagne et que ça a fait qu'ils ont un peu plus de chances de gagner avant. Leur convention, c'est un peu comme un congrès où on choisit en fait le nomination pour les démocrates. Donc c'était ce week-end passé et ça a été regardé par des millions de personnes avec des speakers très très importants et ça montrait un peu un contraste important aux républicains. Il y avait des manifestations petites pro-Gaza à l'extérieur de la confrontation, de la convention, avec des petites confrontations avec la police. Les manifestations étaient assez petites en fait, avec plusieurs milliers au plus grand, et en fait ils attendaient plusieurs dizaines de milliers. Bon, ce n'était pas le cas. Pour la majorité, no, sorry. And for the most part, the Democrats totally ignored
these protests and denied any Palestinians from speaking at their convention. So what they're trying to do is really paint themselves as, again, the party of sanity and inclusivity, and they have promises of something for everyone. They promise to defend immigrants while they also secure the border. They promise to defend Israel while somehow still granting Palestinians the right of self-determination. They promise tax breaks for the middle class and prosperity for corporations, and they promise to reinstate access to abortion, fight climate change, and defend workers and unions. It's an attempt at a kind of renewal of Obama's hope and change, compared to the crazy and dangerous Trump. And the effect of all this shift to Harris and the new face of the campaign has succeeded in giving the Democrats a chance. And it will be more difficult perhaps for some voters that might have abstained when it was just Biden. It may be more difficult for them to do so now with this new ticket. But still, even if now the Democrats may have regained an actual chance to win the election, it's important to stress that the election remains very close to a tie and will likely stay that way till the very last minute. Donc pour la majorité, les démocrates en fait ont complètement ignoré les manifestations pro-Palestine et en fait n'ont pas laissé des Palestiniens parler à la convention. Donc en fait les démocrates essayent de se peindre un peu comme le parti de l'inclusivité, de la lucidité et de promettre quelque chose pour tout le monde. En promettant à défendre les immigrants, les immigrés, tout en faisant que les frontières sont plus sécurisées. En défendant l'Israël, mais en donnant les Palestiniens le droit à l'autodétermination. En donnant des impôts plus faciles pour la classe moyenne, mais la prospérité pour les entreprises, en promettant d'assurer que l'avortement soit réinstauré dans tous les États, en défendant le changement climatique, en luttant contre le changement climatique et en défendant les travailleurs et les syndicats. En fait, c'est ils essayent de renouveler avec l'espoir et le change, Hope and Change de Obama, comparé à le Trump dangereux et un peu lunatique. L'effet en fait de ce changement jusqu'à Harris et cette nouvelle phase de cette campagne a permis aux démocrates de leur donner une petite chance, que en fait sera plus difficile aussi pour des voteurs qui seraient peut-être abstenus pour Biden, mais en fait maintenant peut-être feraient plus pour Harris. Même si les démocrates ont pu se permettre maintenant de penser qu'ils peuvent pouvoir gagner, c'est important de stresser et de mettre vraiment l'accent que ces élections seront très proches et que ce sera très difficile à voir jusqu'à la dernière minute qui pourrait vraiment gagner. So now for the Republicans. So Trump has been campaigning for this election since the day he lost in 2020. And for the most part, sticking to what he does best, stoking fears, nationalism, and xenophobia. And since 2020, Trump's politics have become the Republican Party's politics, which includes racist attacks on immigrants, calling them invaders of the country. In his rallies and speeches, he promises, once he's elected, to use the military to round up the largest number of undocumented immigrants and deport them, ever. He promises to give law enforcement special powers of immunity from prosecution to sort of give them encouragement and a green light to carry out more police brutality. And since 2020, having lost the election, instead, the Republicans have been pursuing their reactionary agenda at the state and local levels. Many of their policies have been aimed at banning books and school curriculum that discuss racism or gender identity in the schools or public libraries. Republican state governments continue their attacks on reproductive health care, criminalizing both people seeking abortions and also the healthcare workers and the doctors who provide them.
Trump promises to extend all of these attacks to the federal level if he's elected. There's clearly a firm base of support that backs all of these policies, which includes traditional Republicans, evangelicals, Christian nationalists, and right-wing forces. And the Republicans have succeeded in building up a growing base of support in a kind of mixed layer of the population. But it's important to say it includes workers and people of all races. It's not just white people. And one example, since 2020, he's doubled his support among black voters from around 12% in 2020 to 24%. And it's mostly among younger black voters. It doesn't mean that they agree with Trump, on everything, on all of his social policies, but really what's consistent, in some of the interviews and polls is that they know the Democrats have done nothing for them and their lives have not gotten any better. And the Republicans can seem like a different option that can deliver promises on the economy. And some are, of course, taken by this anti-immigrant propaganda as an explanation for the economic and social problems. Donc sur les républicains et Trump. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2020, Trump a fait campagne en fait pour sa réélection en 2024, depuis qu'il a perdu en 2020. Donc en fait, ce qu'il a fait, il fait ce qu'il fait de mieux, c'est attiser la peur, le nationalisme et la xénophobie. Depuis 2020, la politique de Trump est devenue clairement la politique du parti républicain. Une déhumanisation raciste des immigrés en disant que c'est une invasion dans le pays. Dans ses meetings, il promet d'utiliser l'armée en fait pour prendre tous les travailleurs immigrés sans papier et de faire un des plus grosses déportations d'immigrés sans papier. Il promet de donner à la police les pouvoirs d'immunité de se faire poursuivi, bien sûr donnant le feu vert à la brutalité à la police, de tuer des Noirs par la police. Donc depuis 2020 qu'il a perdu les élections, en fait les républicains ont continué cet agenda réactionnaire au niveau de l'État et au niveau local. La majorité en fait de leur politique a été fait sur en fait bannir des livres, avoir des curriculum. Les programmes, merci. Les programmes dans des écoles, en fait, qui est bannir des programmes d'école qui peut discuter de la race, de l'identité de genre, que ça n'existe plus dans les écoles et dans les librairies, dans les bibliothèques publiques. Les gouvernements républicains ont continué à attaquer les droits les droits à reproduction, l'avortement, criminaliser les personnes qui cherchent d'avoir un avortement et les travailleurs de la santé et les médecins qui permettent les avortements. Trump promet en fait d'étendre toutes ces attaques au niveau fédéral. C'est clairement en fait un soutien à toutes ces politiques qui ont eu lieu ces dernières années et un soutien aux républicains traditionnels, les évangélistes, les chrétiens nationalistes de droite, extrême droite. Les républicains en fait ont permis de en fait grossir le soutien, d'augmenter le soutien de leur population et à avoir plus de mix. Par exemple, ça inclut en fait des travailleurs et des personnes de différentes ethnies, pas que des personnes blanches. Depuis 2020, il a en fait doublé son soutien dans les votants noirs de 12% à 24%. Donc il double ces chiffres depuis 2020. Et la majorité sur des jeunes votants. Ça ne veut pas dire qu'en fait ils sont en accord avec Trump surtout, mais ils savent que en fait les démocrates peuvent rien faire pour eux et qu'en fait les républicains sont une option différente qui pourrait promettre des choses sur l'économie.
And so, in addition, there's been many court cases against Trump, but they've had no dent in his support. And the failed assassination attempt really only served to give him more momentum. And when the Democrats switched from Biden to Harris, Trump and the Republicans were flustered for a little bit, and they were not sure exactly how to quickly change their strategy. He was much more confident only having to deal with Biden. But now they seem to have, adjusted and are back into their same methods. And so they're criticizing. One thing they're doing now is criticizing Harris and the Democrats for all their promises, saying very clearly, "You've been in power for nearly 4 years. You've had your chance and you've done nothing. Why should anyone believe you now?" And on this, they're not wrong. Trump also selected J.D. Vance as his vice president. He's a conservative congressman from Ohio, which is a crucial swing state. And Vance was selected because he's really demonstrated himself to be, firmly among the new right wing of the Republican Party and completely loyal to Trump, always supporting Trump's 2020 election denial. Donc il y a eu beaucoup en fait de cas de justice contre Trump et en fait ça n'a fait aucun effet en fait sur le soutien qu'il a le temps de faire l'assassination, la tentative d'assassination de Trump en fait a fait qu'il a eu plus de soutien. Mais quand les démocrates ont changé de Biden à Harris, en fait, Trump a eu un peu de mal à remettre les pieds sur terre et qu'en fait, ils n'ont pas exactement changé leur stratégie ni savent comment changer leur stratégie. En fait, il était beaucoup plus confiant quand c'était Biden en face de lui et il savait comment le gérer. Mais maintenant, en fait, ils doivent un peu changer face à Harris, mais bon, avec ses remarques racistes et sexistes, ça a l'air voilà, il a trouvé sa stratégie. Et aussi de critiquer Harris pour toutes ses promesses en disant très clairement, ça fait 4 ans t'es au pouvoir, t'as eu ta chance et tu as rien fait, pourquoi en fait on te croirait maintenant? Sur ça, ils ont pas tort. Trump, lui, a choisi J.D. Vance comme son nouveau vice-président. C'est un conservateur de la Chambre de représentants de Ohio, qui est en fait un État qui est extrêmement important dans les élections. Vance a démontré qu'il est fermement dans cette nouvelle aile de droite du parti républicain et un soutien très loyal à Trump et qui a soutenu Trump dans toutes ces depuis 2020 toutes les tentatives de Trump sur les élections, d'aller contre les élections. Okay. In addition, many Democrats and critics of the Republicans have drawn their attention to a report called Project 2025. This is a 900-page book published by a right-wing think tank called the Heritage Foundation. And it's heavily funded by the right-wing billionaire Koch family, written by many people close to the previous Trump administration. And in it lists policies and proposals to be carried out really in the beginning of Trump's new administration. It's a clear Christian nationalist agenda and includes things like the total denial of LGBTQ rights, a complete federal ban on abortion, in addition to going after medicated abortions and perhaps birth control medication as well. It includes the creation of Christian schools all across the country that would receive federal funding. It's also an attempt to strengthen the power of the presidency, where it includes, takes sort of aim at what they call the deep state and tries to weaken the independence of the Justice Department and the FBI. It would enable the presidency to directly control these agencies and stop and veto any investigations that they might be carrying out. The Heritage Foundation has been carrying out interviews to screen for people who will be Trump loyalists and ready to go along with the agenda to serve in the new administration. And so it would be an attempt at really a consolidation of power into the executive
calling on the president to even use the death penalty more widely. And so Project 2025 is a proposal of an acceleration of the right-wing authoritarianism. Trump publicly, however, has been denying being connected to the Project 2025. But plenty of evidence shows that he and Vance are well connected to it and very familiar with it. What's more likely is that in this election, they know they have their far-right voters locked in, and they need to aim their campaign at the more centrist independent voters, so they're not openly linking themselves to some of these more extreme ideas in Project 2025. Donc le projet 2025, donc il y a énormément de démocrates qui ont montré un rapport en fait le projet 2025. C'est 900 pages d'un livre qui a été écrit par un think tank, un centre d'analyse d'extrême droite qui s'appelle The Heritage Foundation. Il est donné énormément de son soutien financier et en fait d'une famille milliardaire qui s'appelle The Koch Family. Et en fait, ça a été écrit par des personnes qui sont très en lien avec l'administration Trump, l'ancien gouvernement de Trump. C'est en fait une liste de propositions et de politiques qui seraient faites dans les 6 premiers mois d'un nouveau gouvernement Trump. C'est un agenda clairement chrétien et nationaliste. Donc c'est quoi les droits pour les LGBTQ, un déni total de leurs droits, un tout avortement sur le niveau fédéral qui serait plus du tout légal, à arrêter les avortements médicamentés et bien sûr aussi le contrôle, la pilule par exemple. Qu'il y aurait l'instauration des écoles chrétiennes partout dans le pays qui en fait auraient de l'argent public et donner plus de pouvoir au président. En fait, ça irait contre ce qu'on appelle le deep state, l'état profond. Voilà, pour essayer de en fait assurer de faire que l'indépendance du département de justice et du FBI soit qu'ils ont moins de pouvoir. Ça ferait que la présidence, le gouvernement pourrait arrêter pourrait contrôler plus ces agences et faire un veto sur toute investigation indépendante qu'ils pourraient vouloir faire. Le Heritage Foundation a même fait des entretiens de personnes qui pourraient travailler pour ce gouvernement et faire cet agenda. En fait, c'est une consolidation du pouvoir dans la branche exécutive, en même disant que le président pourrait utiliser la peine de mort de façon plus importante. Le projet 2025, en fait, c'est une proposition d'accélérer l'autoritarisme d'extrême droite sur le climat. Publiquement, Trump, bien sûr, dit qu'il n'est pas du tout connecté à ce projet 2025, mais en fait, il y a quand même on peut voir il y a des choses qui montrent que lui et son vice-président Vance sont bien connectés à ça et sont bien familiers avec. En fait, ce qui est sûr, c'est que dans ces élections, ils savent que leur base d'extrême droite est sûre et que, en fait, dans leur campagne, ils vont plutôt chercher les indépendants centristes du centre et donc veulent pas se mettre en lien direct avec le projet 2025. Okay, so for time, I'll skip this part, but in addition, Trump has promised again not to accept the election results if he loses. And since 2020, they have really worked on improving their strategy to potentially block this if they need to. But we can bring that up in the discussion. Donc, pour une question de temps, je vais un peu, je vais pas raccourcir, je vais pas parler de ça, mais un truc très important quand même, comme il avait fait en 2020 quand il a perdu.
En fait, il a fait un déni de tous les résultats des élections et depuis 2020, il a fait plein de choses pour assurer qu'il pourrait arrêter toute certification des résultats au niveau des États. Mais bon, je ne vais pas en parler, mais si on veut en parler pendant le débat, n'hésitez pas. So, with regards to the bourgeoisie and this election, it's the most expensive election in history. Roughly already costing about $1.5 billion between the two parties. In general, there's not much change in support for each party between the big donors, but this time there's a shift with some right-wing billionaires in the tech industry pouring in records amount of money behind Trump. Elon Musk and the Thiel, who's the head of PayPal, and others, they really hope for a more favorable treatment under Trump and share some ideological agreement. But overall, the funding shows clearly that despite the events of January 6, 2021, there's no major fear of Trump among sections of the most sections of the bourgeoisie. And unlike his first run in 2016, this time around, he's been accepted by them as a viable option. Donc, ces élections, en fait, sont les plus chères de l'histoire des élections. Pour l'instant, elles ont un coût de 1,5 milliard de dollars. Pour l'instant, il n'y a pas, en général, il n'y a pas un énorme changement dans le soutien de chaque parti avec ses gros donateurs. Mais il y a eu quand même un petit changement sur des milliardaires de droite, notamment dans l'industrie du tech, qui ont donné énormément d'argent pour Trump, dont Elon Musk et le PDG de PayPal. Qui en fait voudrait un peu un traitement un peu plus favorable sous un gouvernement Trump et qu'il partage quelques accords idéologiques. Mais on voit qu'en fait sur les questions du financement, il n'y a pas eu des gros changements depuis le 6 janvier 2021 et qu'en fait il n'y a pas une énorme crainte de Trump d'une grande partie de la bourgeoisie et depuis 2016 même, pas comme en 2016, la première fois qu'il a été président, la majorité de une partie de la bourgeoisie a accepté que Trump pourrait être une option vivable. Okay, so to conclude, there's a lot at stake in the election, and it would be a huge blow to the Democrats if they lose, because now that they have these viable candidates, they're going to try to do everything they can to win, and they might not. A Trump victory will certainly be a major encouragement to the far-right forces, and we'll likely see a major acceleration of those policies and a further consolidation of power. But the Democrats offer no solution to any of this. This far-right turn, it might slow down a little if Trump loses, but it is certainly not going to go away and will continue with or without Trump. And even if the Republicans don't win the White House, they will continue at the level of the states and the local regions. They'll continue to use the Supreme Court to pass policies where they've been very effective. And in the end, whether Trump wins or not, the right-wing agenda is still going to be carried out. And so we'll continue to see an increase also in state repression of protests, which is coming from both parties. And so what we know for sure is regardless of who wins, the polarization we see in society is going to continue. The attacks on social services and workers' standard of living will continue. The increased militarism and imperialist rivalries will continue, and it won't matter what crumbs the Democrats may be able to throw at people. It really won't be enough. And the face of imperialism that has been exposed by Israel's genocide, it's not going to be forgotten, but just because of this election. And so, of course, the real direction things will go depends on, what sort of movements spring up and what form they take. And so we think we're headed into at least for the short term, a much more politicized and volatile time period. Thank you. Donc
Donc pour conclure, il y a énormément d'enjeux en fait dans ces élections. Ça aurait un énorme coup contre les démocrates s'ils perdaient, mais maintenant en fait ils savent qu'ils ont un candidat une candidate qui est viable et qui a une chance de gagner. Et donc en fait ils vont mettre tout dans ces élections pour gagner. Une victoire de Trump serait bien sûr un énorme encouragement pour les forces de droite et qu'on verra une accélération énorme sur la politique de la droite et une consolidation importante dans les pouvoirs de la présidence dans la branche exécutive. Mais en fait, les démocrates, ils n'ont aucune solution contre ça. Et n'offrent pas une solution à ça. En fait, le tournant vers la droite, si Trump perd, peut peut-être déaccélérer, mais en fait, ça ne va pas disparaître comme ça. En fait, ça a une base et un élément qui est sans Trump aussi, quoi. Et ça a des racines importantes. Et donc même si les républicains ne gagnent pas la Maison Blanche, ils vont continuer au niveau local et des États de gagner et continuer à leur politique avec l'aide de la Cour suprême pour passer leur politique qui a en fait ces dernières années été très efficace. Mais même voilà, donc ils vont continuer avec ou sans Trump. Mais on va avoir aussi, bien sûr, que ce soit les démocrates ou les républicains, une augmentation dans la répression de l'État sur les manifestations. Donc, ce qu'on sait, c'est que même qui que ce soit qui gagne, il y aura une polarisation en fait de la société qui va continuer. Les attaques sur les services sociaux, sur les travailleurs et le niveau de vie va continuer. La militarisation, l'augmentation de la militarisation et les rivalités impérialistes vont continuer. Et ça ne va pas être les miettes que les démocrates donnent aux gens qui vont arrêter tout ça. Et face à l'impérialisme qui a été montré en fait par le génocide de l'Israël sur la Palestine, ne sera pas oublié juste après ces élections. Et en fait, la direction qui va dépendre sera du mouvement en fait qui va naître de tout ça. Et donc, bien sûr, pour conclure finalement, ce qu'on sait, c'est qu'on va rentrer dans une période encore plus politisée et volatile dans les années à venir.